Bonjour mes chers abonnés. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire extraordinaire qui va vous prouver que l'orgueil précède toujours la chute. C'est l'histoire de Charlotte Beaumont, PDG milliardaire propriétaire d'un empire technologique de 11 milliards d'euros, et de Marc Dubois, mécanicien aéronautique et père célibataire de 35 ans dans la banlieue parisienne. Quand le jet privé de 90 millions d'euros de Charlotte tombe en panne à 18 heures de son rendez-vous, le plus important, et que tous les experts échouent à le réparer, un homme humble avec une caisse à outils rafistolée arrive sur la piste. Charlotte le humilie publiquement, déchire un chèque de 100 000 euros devant lui. Mais elle ne sait pas qu'elle vient de provoquer l'homme qui va lui donner la leçon la plus chère de sa vie. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment l'humilité peut triompher de l'arrogance. Le téléphone sonna à 6h47 du matin. Marc Dubois était déjà réveillé. Il était debout depuis 5h30, comme tous les jours depuis 3 ans, préparant le petit déjeuner de sa fille Emma, dans leur petit appartement de Créteil. Sandwich au jambon sans croûte, quartier de pommes, compote et un mot. Il écrivait toujours un mot. Celui d'aujourd'hui disait « Tu es plus courageuse que tu ne le crois. Je t'aime, papa. » Il le plia soigneusement et le glissa dans sa boîte à déjeuner, juste là où elle le trouverait à midi. Mot numéro 847. Un pour chaque jour d'école depuis que sa mère était partie sans jamais revenir. Le téléphone continuait de sonner. Marc s'essuya les mains et regarda l'écran. Thomas Moreau, son ancien collègue de l'armée de l'air, l'homme qui lui avait sauvé la vie 2 fois en Afghanistan. Thomas travaillait maintenant dans l'aviation privée. Jets de luxe pour gens fortunés à l'aéroport du Bourget. Marc décrocha à la 4e sonnerie. « Thomas, il n'est même pas 7 heures. Quelqu'un a intérêt à être en train de mourir. »« Frère, j'ai besoin de toi. » Quelque chose dans la voix de Thomas fit s'arrêter Marc. Pas de la panique, mais presque. « Qu'est-ce qui se passe? »« Tu connais ce Gulfstream G700 dont je t'ai parlé? Celui qui appartient à cette PDG de la tech, Charlotte Beaumont, la femme qui possède la moitié de la Silicon Valley française? Celui-là, oui. Son jet ne démarre pas. Il est en panne depuis 6 heures. Elle a un rendez-vous de fusion à Londres demain qui vaut 4 milliards d'euros. Et si elle n'y va pas, tout l'accord tombe à l'eau. » Marc versa du café d'une main, tenant le téléphone de l'autre. Le café était vieux, fait à 5 heures. Peu importait. « Thomas, elle a une équipe de maintenance. Elle a l'argent pour faire venir qui elle veut. Pourquoi tu m'appelles? »« Parce que j'ai déjà fait venir qui elle voulait. » La voix de Thomas se brisa légèrement. 3 ingénieurs de Polytechnique, 2 de Dassault, un type qui a littéralement conçu le système avionique du G700. Aucun d'eux n'arrive à comprendre. L'avion reste là, mort, comme si quelque chose le retenait. Marc prit une gorgée de café, froid et amer, exactement comme cette conversation. « Et elle perd la tête, » continua Thomas. « Elle a viré 2 personnes ce matin déjà. Elle parle de poursuites contre Dassault, contre Gulfstream, contre tous ceux auxquels elle peut penser. Tout le hangar est une zone de guerre, Marc. Je n'ai jamais vu ça. Son problème. Je lui ai dit que je connaissais quelqu'un. » Marc ferma les yeux. « Thomas. Quelqu'un qui pouvait réparer n'importe quoi. Quelqu'un qui n'abandonnait jamais une machine de sa vie. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je sais, mais je l'ai fait. Et maintenant, je te demande, Marc, en tant qu'ami, en tant que frère qui a servi avec toi à Kandahar, qui t'a vu ramener un hélicoptère d'entre les morts au milieu d'une tempête de sable, s'il te plaît, viens juste y jeter un œil. » Marc regarda l'horloge du micro-ondes. 6h52. Le bus d'Emma arrivait à 7h45. Madame Dubois, la voisine d'à côté, pourrait la garder pour la journée. Elle disait toujours oui. « Thomas, je ne peux pas juste. Si tu ne peux pas le réparer, très bien, pars. Mais essaie au moins. C'est tout ce que je demande. Un regard. 1 heure, s'il te plaît. » Marc entendit des pas à l'étage. Emma se réveillait. « Elle paye combien? » Elle n'a rien dit. Mais Marc, cette femme vaut 11 milliards d'euros, milliards avec un M. Elle payera tout ce que tu demandes. Marc pensa aux mots dans la boîte d'Emma. Pensa au paiement de scolarité dû le mois prochain pour son école privée. La seule école du secteur qui la stimulait vraiment.
le seul endroit où les professeurs voyaient à quel point elle était spéciale. Il pensa à la transmission de sa Clio qui faisait ce bruit de grincement depuis 3 semaines. Le bruit qu'il ignorait parce que les mécaniciens qui réparent les machines des autres ne peuvent pas toujours se permettre de réparer les leurs. Il pensa à Sylvie, son ex-femme, la femme qui avait regardé leur vie un matin et avait décidé que ce n'était pas assez, que Emma n'était pas assez, qu'il n'était pas assez. « Je serai là dans 2 heures. »« Merci, frère. Je te dois ça. »« Ouais, tu me le dois. » Il raccrocha. Emma apparut dans l'embrasure de la cuisine. 8 ans, encore en pyjama, celui violet avec des petites étoiles. Ses cheveux étaient ébouriffés par le sommeil, dressés dans tous les sens. Elle avait les yeux de sa mère, ce même marron profond qui pouvait voir à travers vous, et le menton têtu de son père. « C'était qui, papa? » Marc s'agenouilla à son niveau. Il faisait toujours ça. Ne lui parlait jamais de haut. Sa grand-mère lui avait appris que les enfants méritent un contact visuel. Les enfants méritent le respect. C'était l'oncle Thomas, ma puce. Il a besoin que papa aide quelqu'un au travail. Le visage d'Emma s'assombrit. Pas dramatiquement. Ce n'était pas une enfant dramatique, mais la déception était là, évidente. Mais aujourd'hui, c'est samedi. Tu avais promis qu'on irait au parc. Les mots le frappèrent comme un coup de poing dans la poitrine. Je sais que j'ai promis. Et je suis désolé, mais parfois, les adultes doivent aider leurs amis quand ils ont des problèmes. Même quand on n'en a pas envie, même quand on a fait d'autres projets. Il tendit la main pour lisser ses cheveux sauvages. Tu comprends ça, hein? La lèvre inférieure d'Emma trembla juste un peu. Elle essayait d'être courageuse, d'être la fille forte qu'il lui disait toujours qu'elle était. Tu seras rentrée pour le dîner? Je ferai tout mon possible pour être rentré pour le dîner, et si je suis en retard, je t'apporterai une glace. D'accord? Un petit sourire perça à travers la déception. Au chocolat. Y en a-t-il d'autres? Elle gloussa. Le son desserra quelque chose dans la poitrine de Marc. Un nœud qu'il n'avait pas réalisé être là. D'accord, dit Emma. D'accord. Il embrassa son front, la tint une seconde supplémentaire, puis se leva et attrapa son téléphone. Madame Dubois répondit à la 2e sonnerie. « Marc, tout va bien? »« Urgence professionnelle, Madame D. Une chance que vous puissiez garder Emma aujourd'hui. »« Bien sûr, mon chéri. Envoie-la quand tu veux. Je viens de faire des crêpes. Vous me sauvez la vie. C'est à ça que servent les voisins. » 20 minutes plus tard, Marc était dans sa Renault Clio 2010, direction le nord sur l'A86 vers le Bourget. La transmission faisait ce bruit de grincement quand il passa en 3e. Il l'ignora. Il pensa au visage d'Emma quand il lui avait parlé du parc. Il pensa aux 846 mots avant celui d'aujourd'hui. Chacun d'eux. Une petite promesse, un petit morceau de son cœur plié dans sa boîte à déjeuner. Le garde de sécurité au terminal privé du Bourget regarda la voiture de Marc comme si c'était un cafard qui avait rampé dans un restaurant 5 étoiles. La Clio était vieille, cabossée à 3 endroits, la peinture fanée, et il y avait une fissure dans le pare-brise qui était là depuis 2 ans. Le garde s'approcha lentement, planchette à la main, suspicion sur le visage. « Puis-je vous aider? » Marc Dubois, je suis ici pour voir Thomas Moreau à propos de l'avion Beaumont. Le garde vérifia sa planchette, puis la vérifia à nouveau. Ses sourcils se levèrent. Vous êtes le spécialiste? C'est ce qu'ils disent. Le garde passa un appel, parla doucement, jeta encore un regard à la voiture de Marc avec une incrédulité évidente, puis il tendit un badge visiteur. Hangar 7, suivez les panneaux. Marc traversa les grilles dans un monde auquel il n'appartenait pas. Des jets privés bordaient les pistes comme des jouets pour géants. Gulfstream, Bombardier, Citation Cessna. Chacun valait plus qu'il ne gagnerait en 100 vies. Il ne les enviait pas, ce n'était pas son genre. Sa grand-mère lui avait appris que la jalousie était un poison qui ne blessait que la personne qui le buvait.
Mais il ne les comprenait pas non plus. Que faisait-on avec 11 milliards d'euros? De quoi rêvait-on quand on pouvait tout acheter? Le hangar 7 était la plus grande structure de la propriété. Les portes étaient ouvertes, flamboyant de lumières industrielles, et à l'intérieur se trouvait l'avion le plus beau que Mark ait jamais vu, le Gulfstream G700. 90 millions d'euros d'ingénierie aérospatiale, et il était complètement, totalement mort. Mark gara sa Clio entre une Bentley et une Tesla Model S. Le contraste était presque drôle. Presque. La tension frappa Mark avant même qu'il franchisse le seuil. Elle flottait dans l'air comme l'humidité avant un orage. Lourde, électrique, dangereuse. Il y avait au moins 15 personnes à l'intérieur, peut-être plus. Elles se regroupaient par groupes, toutes rayonnant de stress. Des hommes en costume cher criaient dans leur téléphone. Des ingénieurs penchés sur des ordinateurs portables, faisant défiler des données de diagnostic avec des expressions de plus en plus désespérées. Et au centre de tout cela, comme une reine tenant sa cour dans un château en feu, se tenait Charlotte Beaumont. Mark l'avait vue en photo avant, Forbes, Les Échos, 100 articles technologiques célébrant son ascension de la pauvreté d'immigrés à la royauté de la tech française. Mais les photographies ne captaient pas l'intensité de sa présence. Elle était petite, 1,60 m au maximum, mais elle commandait ce hangar comme si elle faisait 2 mètres. Cheveux noirs tirés sévèrement de son visage. Un tailleur de créateur qui coûtait probablement plus que sa voiture. Des yeux qui pouvaient couper l'acier. En ce moment, ses yeux étaient verrouillés sur un homme d'âge moyen portant un polo Dassault. 6 heures, disait Charlotte. Sa voix était comme de la glace qui craque, froide, tranchante et dangereuse. 6 heures, et vous me dites que vous ne savez toujours pas ce qui ne va pas. L'ingénieur Dassault tenait ses mains en position défensive. Madame Beaumont, les systèmes de diagnostic ne montrent aucune erreur. Les moteurs sont structurellement sains. L'avionique fonctionne parfaitement. Sur le papier, cet avion devrait démarrer. Mais il ne démarre pas, n'est-ce pas? Non, madame. Donc soit le papier ment, soit c'est vous qui mentez. Le visage de l'homme rougit. Madame Beaumont, j'ai participé à la conception de cet avion. Je vous dis qu'il n'y a aucune raison mécanique, alors trouvez une raison non mécanique. Charlotte fit un pas vers lui. L'homme recula visiblement. Trouvez une raison spirituelle. Trouvez une raison impliquant des extraterrestres de Jupiter. Je me fiche de ce que vous trouvez. J'ai besoin d'être à Londres dans 18 heures. Madame Beaumont, je ne suis pas fini. Tout le hangar devint silencieux. Savez-vous ce que vaut ce rendez-vous, Monsieur Durand? 4 milliards d'euros. Savez-vous ce que vaut mon entreprise? 11 milliards. Savez-vous ce que valent vos excuses? Elle se pencha vers lui. Rien. Vos excuses ne valent rien pour moi. C'est alors que Thomas apparut aux côtés de Mark. Il avait l'air épuisé. Cerne sous les yeux, uniforme légèrement froissé. « Tu as réussi, » murmura Thomas. « Dieu merci. »« Thomas, dans quoi tu m'as embarqué? »« Je sais. Je suis désolé, mais elle a raison, mec. Personne n'arrive à comprendre. Je n'ai jamais rien vu de tel. L'avion refuse juste de démarrer. » Mark observa Charlotte démolir un autre ingénieur. Celui-ci était plus jeune, portait un sweatshirt polytechnique. Il avait l'air sur le point de pleurer. « Elle est toujours comme ça? » « Ça, c'est elle qui fait preuve de patience. Seigneur, aide-nous tous. » Charlotte s'arrêta soudain au milieu d'une phrase. Sa tête se tourna. Ses yeux balayèrent le hangar comme des projecteurs et se posèrent directement sur Mark. Pendant un moment, personne ne bougea, personne ne respira. Tout le hangar sembla se figer. Puis Charlotte commença à marcher vers lui. Mark avait affronté des insurgés en Afghanistan. Il avait fait atterrir un hélicoptère en panne dans une tempête de sable avec 0 visibilité et un moteur qui fonctionnait. On lui avait tiré dessus, il avait sauté sur des mines et été laissé pour mort dans un fossé près de Kandahar. Rien de tout cela ne l'avait préparé au regard de Charlotte Beaumont. Elle s'arrêta à 1 mètre, assez près pour qu'il puisse sentir son parfum.
Quelque chose de cher, quelque chose de froid. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Marc Dubois, madame. Je suis ici pour examiner votre avion. » Les yeux de Charlotte descendirent lentement le long de son corps, faisant l'inventaire. La veste Carhartt, usée par des années d'utilisation. Les chaussures de sécurité éraflées et pratiques. La caisse à outils tenue par du scotch. Sa lèvre se retroussa légèrement. « Vous êtes ici pour examiner mon avion? »« Oui, madame. »« Et qui exactement vous a envoyé? » Thomas s'avança, essayant de projeter une confiance qu'il ne ressentait clairement pas. « C'est moi, mademoiselle Beaumont. Marc est le meilleur mécanicien aéronautique avec qui j'ai jamais travaillé. Nous avons servi ensemble dans l'armée de l'air. Il peut réparer n'importe quoi. » L'armée de l'air. La voix de Charlotte dégoulinait de mépris. Donc il a travaillé sur des avions militaires, des chasseurs, des cargos, des trucs construits dans les années 1980. « J'ai travaillé sur tout, madame, » dit Marc tranquillement. « Chasseurs, cargos, hélicoptères et oui, jet privé. Je suis certifié sur Gulfstream, Bombardier, Cessna. » Certifié, Charlotte rit. Il n'y avait aucun humour dedans. Tout le monde dans ce hangar est certifié, monsieur Dubois. J'ai des docteurs en ingénierie qui se tiennent juste là. Des brevets, des publications, 30 ans d'expérience combinée. Et aucun d'eux ne peut démarrer mon avion. Elle fit un pas de plus, dans son espace, le testant. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez faire ce qu'ils ne peuvent pas? Marc croisa son regard, le maintint. Je ne sais pas si je le peux, madame, mais j'aimerais essayer. Vous aimeriez essayer? Charlotte regarda sa caisse à outils encore, au scotch, aux éraflures. Avec ça? Cette caisse à outils m'a accompagnée dans 3 déploiements de combat. Elle a réparé des moteurs dans le désert, en montagne, au milieu de l'océan. Elle est plus vieille que certains ingénieurs dans cette pièce. Marc fit une pause. Et elle ne m'a jamais laissé tomber. Charlotte le fixa pendant un long moment. Quelque chose scintilla dans ses yeux. Pas du respect, pas encore, mais quelque chose. Comme c'est touchant. Un mécanicien sentimental. Elle se tourna vers son assistant, un jeune homme nerveux serrant une tablette comme une bouée de sauvetage. « David, quel est notre statut avec la réserve Charter? »« Toujours en cours, mademoiselle Beaumont. Tous les G700 et G650 du Nord-Est sont soit réservés, soit en maintenance. Le plus tôt qu'on puisse avoir quelque chose de comparable. Je ne veux pas entendre le plus tôt. Je veux entendre maintenant. Je comprends, mais... » Stop. Charlotte leva la main. L'assistant se tut immédiatement. Elle se retourna vers Marc. « Vous voulez essayer? Très bien, essayez. » Elle s'écarta, faisant un geste théâtral vers l'avion. « Mais laissez-moi être très clair sur quelque chose, monsieur Dubois. » Sa voix baissa. Plus basse maintenant, plus dangereuse. Si vous arrivez d'une façon ou d'une autre à réparer ce qu'ils n'ont pas pu, par quelque miracle de Dieu ou de chance ou quoi que vous vouliez l'appeler, je vous ferai un chèque de 100 000 € ici, tout de suite. Un murmure parcourut le hangar. Les gens avaient arrêté de prétendre ne pas écouter. Mais quand vous échouerez, et vous échouerez, je veux que vous vous excusiez. M'excuser? Pas à moi. Elle pointa son équipe d'ingénieurs. À eux. Pour avoir fait perdre du temps à tout le monde avec ce cirque. Marc sentit tous les regards du hangar sur lui, le poids de leurs doutes, leur scepticisme, leur certitude qu'il allait échouer. Il pensa à Emma à la maison avec Madame Dubois, au parc où ils étaient censés aller, au mot dans sa boîte à déjeuner. « Madame, je n'ai pas besoin de 100 000 €. Charlotte cligna des yeux. Quoi qu'elle s'attendait à lui entendre dire, ce n'était pas ça. « Pardon? » Et je ne m'excuserai pas auprès de qui que ce soit pour avoir essayé d'aider. Le hangar devint silencieux comme la mort. Si j'échoue, j'échoue. J'ai échoué avant. J'échouerai encore. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on s'améliore. Marc changea sa caisse à outils de main. Ce que je ferai, c'est examiner votre avion avec des yeux frais et des mains honnêtes. C'est pour ça que je suis venu. C'est ce que mon ami m'a demandé de faire. Il croisa le regard de Charlotte une dernière fois. Maintenant, puis-je commencer? On perd du temps.
Le silence s'étira. 5 secondes. 10. Charlotte Beaumont le regardait comme si elle voyait quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas. Puis son visage durcit. « Très bien. Commencez. » Marc grimpa les escaliers vers l'avion et pénétra dans le cockpit. Il s'assit dans le siège du capitaine et ferma les yeux. Le cockpit était sombre, alimentation de secours seulement. Quelques voyants faibles clignotaient faiblement. C'était quelque chose qu'il avait appris dans l'armée de l'air. Pas d'un manuel, pas d'un programme d'entraînement. D'un vieux sergent-chef nommé André Rousseau. 70 ans quand Marc l'avait rencontré. 3 guerres, 50 ans à tourner des clés sur tout, des avions à hélice aux chasseurs furtifs. André pouvait diagnostiquer un problème moteur juste en l'écoutant tourner au ralenti. Pouvait sentir une vibration qui n'appartenait pas à 200 mètres. Pouvait vous dire ce qui n'allait pas avec un avion avant même de regarder sous le capot. « Les machines parlent », disait André. « Elles parlent tout le temps, toujours en train de te dire ce qui ne va pas, ce dont elles ont besoin, ce qui leur fait mal. La plupart des gens sont trop occupés à faire du bruit pour entendre. Mais si tu te tais assez, si tu écoutes assez fort, la machine te dira tout. » Marc écouta. Au début, il n'y avait rien. Juste le bruit distant de l'activité dans le hangar. Des gens qui parlaient, des téléphones qui sonnaient, le bourdonnement de l'éclairage de secours. Puis autre chose. Un sentiment plus qu'un son. Une pression dans sa poitrine. Comme si l'avion retenait son souffle. Comme s'il attendait quelque chose. Comme s'il voulait voler mais ne pouvait pas. Marc ouvrit les yeux. « J'ai besoin de voir le compartiment moteur. » Thomas fronça les sourcils. « Le compartiment moteur, Marc? Marc et qui? Ils ont vérifié les moteurs de 6 façons différentes. Ils vont bien. »« J'ai besoin de voir le compartiment moteur. » Le type de Dassault a littéralement conçu cet avion. Il dit que les moteurs sont parfaits. « Thomas. » Marc se tourna et regarda son ami. « J'ai besoin de voir le compartiment moteur. » Quelque chose dans sa voix fit arrêter Thomas d'argumenter. « D'accord, frère, allons-y. » 21 minutes filières plus tard, Marc était allongé sur le dos sous le moteur gauche de l'avion, lampe de poche serrée entre ses dents, main traçant les conduites de carburant avec la délicatesse d'un chirurgien. 3 ingénieurs de Polytechnique se tenaient prêts, regardant avec un mélange de scepticisme et de curiosité. L'ingénieur Dassault avait refusé de participer. Il se tenait à 15 mètres, bras croisés. Charlotte Beaumont faisait les 100 pas à 10 mètres, téléphone collé à l'oreille, explorant des arrangements alternatifs qui n'existaient pas. Marc bloqua tout cela. Il se déplaça méthodiquement dans le compartiment moteur, vérifiant les connexions, palpant les anomalies, passant ses doigts le long de chaque tuyau et fil comme un aveugle lisant le braille. Le moteur était beau, impeccable, parfaitement entretenu, chaque composant exactement là où il devait être. Mais quelque chose n'allait pas. Il pouvait le sentir. Et puis, il le trouva. Une petite valve de la taille de son poing caché derrière le système de livraison de carburant primaire. La valve de décompression. Il en avait vu 1000. Savait exactement comment elles étaient censées s'asseoir. Celle-ci était à l'envers. Marc se glissa dessous le moteur. Sa combinaison était tachée de graisse. Son dos lui faisait mal du sol en béton, mais son cœur battait. Qui a fait la dernière maintenance sur cet avion? Un des ingénieurs de Polytechnique vérifia sa tablette. L'entretien complet a été effectué il y a 3 semaines. Vérification d'intervalle standard. Et la valve de décompression, elle a été remplacée? L'ingénieur fit défiler les dossiers. Oui, l'ancienne montrait de l'usure. Elle a été remplacée par une unité neuve. Même spécification, fabricant approuvé. Montrez-moi la documentation d'installation. Pourquoi? Marc se leva lentement, s'essuya les mains sur un chiffon. Parce que je pense savoir ce qui ne va pas. 15 minutes plus tard, Marc se tenait devant Charlotte Beaumont. Elle avait arrêté de faire les 100 pas quand Thomas l'avait approchée, avait arrêté de parler quand Marc avait demandé un moment de son temps.
Maintenant, elle se tenait les bras croisés, son visage illisible, entourée de son équipe d'experts qui avait échoué. Tout le hangar était devenu silencieux. « Eh bien, dit Charlotte, vous avez demandé mon attention. Vous l'avez, parlé. » Marc tourna la tablette pour qu'elle puisse voir l'écran. Il y a 3 semaines, pendant la maintenance de routine, votre équipe a remplacé la valve de décompression sur le moteur gauche. Procédure standard, pièce approuvée, tout selon les règles. Et celui qui l'a installé l'a mise à l'envers. Le silence était assourdissant. À l'envers, répéta Charlotte. Sa voix était plate, dangereuse. Oui, madame. La valve est conçue pour fonctionner dans les 2 orientations. Elle s'adaptera dans les 2 sens. Mais quand elle est inversée, elle restreint le débit de carburant d'environ 15%. Pas assez pour déclencher des avertissements, pas assez pour apparaître sur les diagnostics, mais assez pour empêcher le moteur d'atteindre la pression d'allumage. Charlotte se tourna lentement vers Gérard Moreau, son chef de maintenance aux cheveux argentés, l'homme qui lui avait assuré toute la matinée que son équipe avait tout fait correctement. Est-ce vrai? Le visage de Moreau était devenu blanc. Je vais devoir vérifier. Vérifiez maintenant. Moreau courut pratiquement vers l'avion. Marc continua tranquillement. Le même technicien qui a travaillé sur le moteur gauche a aussi travaillé sur le droit. J'ai vérifié. Même problème. Les 2 valves inversées. Et si vous les réparez, donnez-moi 20 minutes et votre avion démarrera. Charlotte le fixa. Le poids du moment pesait sur tous dans le hangar. 3 ans de planification, 4 milliards d'euros, l'avenir de son entreprise. Tout suspendu à un mécanicien de 35 ans de Créteil avec une caisse à outils tenue par du scotch. 10 minutes plus tard, Moreau émergea de sous l'avion. Son visage était maintenant gris. « Il a raison, » dit Moreau. Sa voix était à peine un murmure. La valve était installée à l'envers, les 2. Charlotte ne bougea pas, ne cligna pas, ne réagit pas du tout, mais quelque chose changea dans ses yeux. « Faites-le, » dit-elle à Marc. « Réparez-les. » Marc hocha la tête et se dirigea vers l'avion. Il travailla en silence. Les ingénieurs regardaient. Charlotte regardait. Même Moreau, malgré son humiliation, ne pouvait pas détourner les yeux. Marc retira la première valve soigneusement, l'examina sous sa lampe de poche, la tourna dans ses mains. Une si petite chose, une erreur si simple, et elle avait mis à genoux un avion de 90 millions d'euros. Il l'installa correctement, la vérifia 2 fois, puis passa au moteur droit et fit la même chose. À exactement 10h47, Marc Dubois grimpa dans le cockpit du Gulfstream G700. Il exécuta la séquence de démarrage. Vérification des systèmes, vérification du carburant, protocole d'allumage. Il appuya sur le bouton d'allumage. Pendant un moment terrible, rien ne se passa. Puis un gémissement, bas au début, grandissant. Le moteur gauche commença à tourner lentement, puis plus vite, puis le moteur droit. Les instruments s'allumèrent à travers le cockpit comme des lumières de Noël. Les voyants d'avertissement se vidèrent un par un, remplacés par des lumières vertes stables. Les moteurs rugissaient. C'était le plus beau son que Marc ait jamais entendu. Marc regarda par la fenêtre du cockpit vers le hangar en dessous, vers les ingénieurs qui avaient douté de lui, vers les mécaniciens qui avaient abandonné, vers Thomas qui levait le poing en l'air comme si son équipe venait de gagner la Coupe du Monde, et vers Charlotte Beaumont, debout figée au milieu de tout, son visage impossible à lire. Marc éteignit les moteurs et descendit du cockpit. Il descendit les escaliers lentement. Ses jambes étaient fatiguées, son dos lui faisait mal. Il était éveillé depuis 5h30 et l'adrénaline commençait à s'estomper. Charlotte marcha vers lui. La foule s'écarta pour la laisser passer. Elle s'arrêta à 1 mètre, la même distance qu'avant. Mais tout était différent maintenant. « Vous l'avez fait. »« L'avion l'a fait, madame. J'ai juste aidé à le faire respirer. »
Le visage de Charlotte traversa des émotions que Marc ne pouvait nommer. Fierté luttant avec humilité. Colère aux prises avec gratitude. Les murs qu'elle avait construits pendant des décennies se fissurant sous une pression qu'elle ne comprenait pas. Puis elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle sortit un chéquier de sa veste et commença à écrire. 100 000 €, dit-elle en écrivant, comme promis. Elle arracha le chèque et le lui tendit. Marc le regarda. Il pensa à Emma, au paiement de scolarité, à la transmission dans sa Clio, à toutes les façons dont cet argent pourrait faciliter leur vie. Il pensa aux factures qui s'empilaient sur le comptoir de sa cuisine, au second emploi qu'il envisageait, aux sacrifices qu'il faisait chaque jour juste pour garder sa fille dans une école qui la stimulait vraiment. 100 000 €. Ça changerait tout. Puis il pensa à la façon dont Charlotte l'avait regardé quand il était entré. Le mépris dans sa voix, la certitude qu'il échouerait, l'hypothèse qu'il valait moins que rien à cause de comment il s'habillait, de ce qu'il conduisait, d'où il venait. Il prit le chèque. Les yeux de Charlotte s'élargirent légèrement, surprise peut-être qu'il ait accepté si facilement. Puis Marc déchira le chèque en 2, puis en 4, et laissa tomber les morceaux par terre à ses pieds. « Je ne suis pas venu ici pour votre argent, mademoiselle Beaumont. » La bouche de Charlotte s'ouvrit pour la première fois de la journée. Elle était complètement sans voix. « Je suis venu parce qu'un ami a demandé de l'aide. C'est ce que je fais, j'aide les gens. Et je n'ai pas besoin d'un chèque pour prouver ma valeur. Je connais ma valeur. Je l'ai toujours connue. » Il ramassa sa caisse à outils. « Votre avion est réparé. Votre rendez-vous aura lieu. J'espère que la fusion marchera pour vous. Je le souhaite vraiment. » Il se tourna pour partir. « Monsieur Dubois. » La voix de Charlotte l'arrêta. Plus calme maintenant, différente. Il se retourna. Elle se tenait au milieu des morceaux déchirés du chèque, le regardant comme si elle le voyait pour la première fois. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Le mot sortit presque comme un murmure. « Pourquoi le déchirer? Vous pourriez manifestement utiliser l'argent. » Marc considéra la question. « Parce que certaines choses valent plus que l'argent, madame. Le respect en est une. Le respect de soi. » Il jeta un coup d'œil à l'avion, puis de nouveau osa elle. « Et je pense que vous avez assez de gens dans votre vie qui feront n'importe quoi pour un chèque. Peut-être que ce dont vous avez besoin, c'est quelqu'un qui ne le fera pas. » Il hocha la tête vers Thomas, serra la main d'Emma Richardson, une jeune technicienne qui l'avait aidé, puis sortit du hangar dans le soleil brillant du matin. Derrière lui, le Gulfstream G700 était assis en ronronnant avec une énergie potentielle, prêt à voler, prêt à porter Charlotte Beaumont au rendez-vous le plus important de sa vie. Et Charlotte Beaumont restait immobile, le regardant partir, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Elle n'avait juste pas encore de mots pour ça. Marc était à mi-chemin de sa voiture quand il entendit des pas derrière lui, des pas rapides. Quelqu'un courait. « Monsieur Dubois, attendez !» Il se retourna. Emma Richardson courait vers lui, légèrement essoufflée. « Mademoiselle Richardson. »« Emma, s'il vous plaît. » Elle s'arrêta devant lui, cherchant les mots. « Je voulais juste dire ce que vous avez fait là-dedans. Je n'ai jamais rien vu de tel. J'ai juste réparé une valve. Emma, ce n'est pas ce que je veux dire. » Emma jeta un coup d'œil vers le hangar. « Ça fait 6 mois que je travaille ici. 6 mois à être ignoré, interrompu, écarté. Je savais que quelque chose n'allait pas avec ce travail de maintenance. Je pouvais le sentir, mais personne ne m'écoutait parce que je n'ai pas de diplôme fancy. » Elle regarda Marc. « Et puis vous êtes entré là avec votre caisse à outils scotchée et votre vieille veste et vous m'avez vu. Vous m'avez vraiment écouté. Vous connaissiez la réponse avant que j'arrive, Emma. Vous aviez juste besoin de quelqu'un pour vous entendre la dire. Mais personne ne le ferait. Alors faites-les écouter. N'attendez pas la permission. Vous avez de bons instincts. Faites-leur confiance. Battez-vous pour eux. » Emma hocha lentement, assimilant. « Puis-je vous demander quelque chose? » « Bien sûr. »
Pourquoi avez-vous déchiré ce chèque? 100 000 euros. C'est de l'argent qui change la vie. Marc regarda sa Clio. Vous avez déjà eu quelqu'un qui vous regarde comme si vous n'étiez rien, comme si vous valiez moins que rien. Emma hocha lentement. Tous les jours. Alors vous savez que certaines choses coûtent trop cher, même quand elles sont gratuites. Il ouvrit la portière. Ce chèque venait avec un prix que je n'étais pas prêt à payer. Quel prix? Lui prouver qu'elle avait raison à mon sujet. Emma fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Charlotte Beaumont m'a regardé et a vu exactement ce qu'elle s'attendait à voir. Un gars pauvre qui ferait n'importe quoi pour de l'argent. Si j'avais pris ce chèque, j'aurais confirmé tout ce qu'elle croyait déjà sur des gens comme moi. Marc monta dans le siège conducteur. Mais si je pars, maintenant elle doit s'interroger. Maintenant elle doit réfléchir. Et peut-être, juste peut-être, elle doit changer. Emma recula quand il démarra le moteur. La transmission fit à nouveau ce bruit de grincement. Pensez-vous qu'elle changera? Marc sourit, mais il y avait de la tristesse dedans. Probablement pas, mais je devais essayer. Il sortit de la place de stationnement. Dans son rétroviseur, il regarda Emma faire un signe une fois, puis se tourner et marcher vers le hangar. Marc vérifia l'horloge de son tableau de bord. 1h23. S'il se dépêchait vraiment, il pouvait encore rentrer à temps pour emmener Emma au parc. Il lui avait promis. Et Marc Dubois ne brisait jamais ses promesses à sa fille. Jamais. L'autoroute A86 était fluide pour un samedi matin. Marc conduisait les fenêtres baissées, laissant l'air d'octobre lui éclaircir la tête. Les feuilles commençaient à tourner, rouges et oranges et jaunes. Beau son esprit n'arrêtait pas de dériver vers le visage de Charlotte Beaumont dans ce moment final. Debout parmi les morceaux déchirés du chèque. La confusion, l'incrédulité, quelque chose d'autre en dessous, quelque chose qui ressemblait presque à de la honte. Son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Numéro inconnu, code régional de Paris. Il répondit en haut-parleur. Marc Dubois. Monsieur Dubois, ne raccrochez pas. La voix de Charlotte Beaumont remplit la voiture. Les mains de Marc se resserrèrent sur le volant. Comment avez-vous eu ce numéro? Je suis une PDG de 11 milliards d'euros, Monsieur Dubois. Obtenir des numéros de téléphone n'est pas particulièrement difficile. Que voulez-vous, Mademoiselle Beaumont? Une pause. Assez longue pour être inconfortable. Quand Charlotte parla à nouveau, sa voix était différente, plus douce, incertaine, comme si elle parlait une langue qu'elle n'avait jamais apprise. Je veux comprendre. Comprendre quoi? Pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, n'importe lequel de ces actes, tout. Une autre pause. J'ai fait des scénarios dans ma tête pendant les 15 dernières minutes, essayant de comprendre votre angle, ce que vous vouliez, pourquoi vous jouiez. Et je ne peux pas le trouver. Ça n'a pas de sens. Marc changea de voix, dépassant un camion lent. Peut-être que ça en dit plus sur vous que sur moi. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que peut-être vous avez passé si longtemps entouré de gens qui veulent quelque chose de vous que vous avez oublié. À quoi ça ressemble quand quelqu'un ne veut rien? Silence sur la ligne, Marc pouvait l'entendre respirer. C'est étonnamment perspicace pour un mécanicien. C'est étonnamment honnête pour une milliardaire. Charlotte rit. C'était court, surpris. Comme si elle ne s'attendait pas à ce que ça sorte de sa propre bouche. Monsieur Dubois, Marc. Marc. Elle dit son nom comme si elle testait le poids. Je vous dois des excuses. Vous ne me devez rien. Si, je le dois. Sa voix se brisa légèrement. La façon dont je vous ai parlé dans ce hangar, les choses que j'ai impliquées, les suppositions que j'ai faites sur qui vous étiez avant même que vous ouvriez la bouche. J'avais tort. J'étais frustré et effrayé et je me suis défoulé sur vous parce que vous étiez une cible facile. Marc ne dit rien. Il attendit. J'ai construit toute ma carrière sur le fait d'avoir raison, continua Charlotte. Sur le fait d'être la personne la plus intelligente dans la pièce, sur faire confiance aux données plutôt qu'à l'instinct, au diplôme plutôt qu'à l'expérience.
Et aujourd'hui, un homme avec une caisse à outils scotchée a prouvé que tout ce que je croyais sur l'expertise était faux. Je n'ai rien prouvé, mademoiselle Beaumont. J'ai juste réparé une valve. Vous avez fait plus que ça. Sa voix tremblait maintenant. Vous avez montré à toute mon équipe à quoi ressemble la vraie compétence. Pas des diplômes au mur, pas des brevets ou des publications. Juste se présenter, écouter, se soucier, faire le travail. Marc sortit de l'autoroute, tournant sur les routes locales qui le ramèneraient à chez lui. Y a-t-il un point à cet appel, mademoiselle Beaumont? Oui. Elle prit une respiration. Je veux que vous reveniez. Marc rit vraiment. Revenir pourquoi? Pas pour réparer quoi que ce soit. L'avion va bien. Vous vous en êtes assuré. Une pause. Je veux vous embaucher, comme consultant. Je veux que vous m'aidiez à comprendre ce que je rate. Comment un homme qui conduit une Clio et porte une caisse à outils scotchée peut s'éloigner de 100 000 €, comme si ce n'était rien? J'ai une fille, mademoiselle Beaumont. Je lui ai promis que je l'emmènerais au parc aujourd'hui. Amenez-la. Quoi? Amenez votre fille. Je suppose qu'elle n'a jamais été à Londres. Considérez ça comme une expérience éducative. Marc s'arrêta dans son allée et resta assis là, moteur au ralenti, esprit s'emballant. Vous êtes sérieuse. Je suis toujours sérieuse. Pourquoi? Pourquoi vous souciez-vous de ce que je pense, de quoi que ce soit? Charlotte fut silencieuse pendant un long moment. Parce qu'en 20 ans de construction d'entreprise, d'acquisition d'affaires, de gestion de milliers d'employés, personne ne m'a jamais déchiré un chèque au visage. Personne ne s'est jamais éloigné de mon argent. Personne ne m'a jamais regardé comme si j'étais celle qui avait besoin d'être réparée, pas mon avion. Elle marqua une pause. Et j'ai besoin de comprendre le genre de personne qui fait ça parce que je pense que peut-être que j'étais ce genre de personne avant d'oublier comment. Marc regarda sa maison. La lumière était allumée dans le salon. Madame Dubois serait à l'intérieur avec Emma, probablement en train de faire des crêpes, probablement en train de regarder des dessins animés. Je vais devoir demander à ma fille. Bien sûr, l'avion part à 14 heures. Si je viens, je conduis moi-même. Têtu. Prudent, il y a une différence. Charlotte rit à nouveau. Ça sonnait plus naturel cette fois. 14 heures, Marc. J'espère que vous serez là. Elle raccrocha. Marc resta assis dans sa voiture pendant 1 minute complète, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Puis, il attrapa sa caisse à outils et entra pour demander à sa fille si elle voulait aller à Londres. Madame Dubois l'accueillit à la porte avec de la farine sur son tablier et de l'inquiétude dans ses yeux. « Tu rentres tôt. Je pensais que tu serais parti toute la journée. Le travail s'est terminé plus vite que prévu. Où est Emma? » Salon. Elle demande de tes nouvelles toutes sans les 10 minutes. Marc trouva sa fille recroquevillée sur le canapé, regardant un film d'animation qu'il ne reconnaissait pas. Ses yeux étaient fixés sur l'écran, mais il pouvait dire qu'elle ne regardait pas vraiment. Elle attendait. Au moment où elle le vit, son visage s'illumina comme un lever de soleil. « Papa! » Elle se jeta du canapé et dans ses bras. Marc la rattrapa, la souleva, respira l'odeur de son shampoing. Fraise, son préféré. « Salut, ma puce. Tu es rentrée. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller au parc? » Marc la posa et s'agenouilla à son niveau, œil dans l'œil, comme sa grand-mère lui avait appris. « À ce sujet, j'ai besoin de te demander quelque chose d'important. » Le visage d'Emma s'assombrit. « Tu dois encore travailler? »« Pas exactement. » Marc prit ses mains. « Une dame que j'ai aidée aujourd'hui m'a demandé de voler à Londres avec elle dans un avion. Et elle a dit que tu pouvais venir aussi. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Londres? Comme en Angleterre? C'est celle avec Big Ben et les bus rouges et les cabines téléphoniques. Oh mon Dieu! » La voix d'Emma tomba en un murmure. « Oh mon Dieu, papa, on peut... S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît? » Marc sourit. « Tu préférerais aller à Londres plutôt qu'au parc? »« Papa, c'est Londres. » Elle attrapa ses mains et serra. Avec les gardes et les chapeaux flous et les châteaux. Elle s'arrêta soudain. Son visage devint sérieux. «
Attends, c'est un piège? Tu me fais une blague? Pas de piège, ma puce, mais c'est un long vol et on devrait partir bientôt, dans 2 heures. 2 heures? Emma courait déjà vers sa chambre. Je dois faire mes bagages. Qu'est-ce que j'amène? Emma? Marc rattrapa son bras doucement. Ralentis. On doit parler de ça d'abord. Il la ramena au canapé et la fit asseoir. Cette dame que j'ai aidée aujourd'hui, elle s'appelle Charlotte. Elle est très riche et très importante, et elle n'a pas été très gentille avec moi au début. Emma fronça les sourcils. Pourquoi pas? Parce qu'elle m'a regardé et a fait des suppositions sur qui j'étais, sur ce que je pouvais faire. Elle m'a jugé avant de me connaître. C'est méchant. Ça l'est. Mais ensuite, j'ai réparé son avion et je pense qu'elle commence à voir les choses différemment. Elle m'a appelé et s'est excusée et elle veut comprendre pourquoi je fais les choses comme je les fais. Emma réfléchit à ça. Alors elle était méchante, mais maintenant elle est désolée? C'est ça. Et elle veut apprendre à être plus gentille? Marc sourit. Quelque chose comme ça. Alors on devrait l'aider, papa. Tu dis toujours ça. Quand quelqu'un veut être meilleur, tu l'aides à devenir meilleur. Même quand c'est dur, même quand il ne le mérite pas même pas. Marc regarda sa fille, 8 ans, plus sage que la moitié des adultes qu'il avait rencontrés. Quand es-tu devenue si intelligente? J'ai appris de toi. Emma sourit, puis bondit du canapé. Maintenant, est-ce que je peux, s'il te plaît, aller faire mes bagages? Va faire tes bagages, mais une seule valise et prends une veste, il fait froid en Angleterre. Emma courut vers sa chambre, énumérant déjà les choses qu'elle devait amener à voix haute. Ils arrivèrent au Bourget à 13h47. Emma pressa son visage contre la vitre de la voiture quand ils approchèrent du hangar, sa respiration embuant le verre. « Papa, cet avion est géante. » C'est parce que c'est un Gulfstream G700, ma puce, l'un des plus grands jets privés au monde. C'est ça que tu as réparé aujourd'hui? C'est ça. Tu as réparé ça? Emma le regarda avec quelque chose qui s'approchait de l'émerveillement. Papa, tu es comme un super-héros. Je ne suis qu'un mécanicien, Emma. Les super-héros disent toujours des trucs comme ça. Marc gara la Clio au même endroit qu'avant, entre la Bentley et la Tesla. Le contraste était encore presque drôle. Le garde de sécurité sortit pratiquement de sa cabine. Monsieur Dubois, Mademoiselle Beaumont vous attend. J'ai ça. Merci. Ils marchèrent vers l'avion. Charlotte Beaumont apparut en haut des escaliers. Elle avait changé depuis ce matin. Plus simple maintenant. Jean foncé, poule en cachemire, bijoux minimaux, cheveux détachés autour de ses épaules, au lieu d'être tirés en arrière serrés. Elle marchait vers eux et s'arrêta devant eux. « Vous êtes venus? » J'ai dit que je le ferais. Les yeux de Charlotte tombèrent sur Emma. Quelque chose changea dans son visage. Quelque chose s'adoucit. « Et tu dois être la fameuse fille dont j'ai entendu parler. » Emma regarda son père, puis Charlotte. « Êtes-vous la dame méchante qui s'est excusée? » Marc ferma les yeux. « Emma? » Mais Charlotte rit. Un vrai rire, chaleureux et surpris. « Oui, je suppose que je le suis. » Elle s'agenouilla au niveau d'Emma, œil dans l'œil, exactement comme Marc le faisait toujours. « Ton père t'a parlé de moi? » Il a dit que vous l'aviez jugé avant de le connaître. C'est méchant. Ma maîtresse dit qu'on ne devrait jamais juger les gens par leur apparence. Ta maîtresse a raison. J'ai fait une erreur. Une grosse. Emma considéra ça pendant un long moment, puis elle hocha la tête. D'accord. Je vous pardonne. Merci. C'est très généreux. Papa dit que le pardon est ce qu'il y a gratuit, mais la confiance doit être gagnée. Charlotte se leva lentement, regardant Marc avec une expression qu'il ne pouvait pas lire. Elle est remarquable. C'est la fille de sa mère. Les mots sortirent avant que Marc ne puisse les arrêter, portant plus de poids qu'il n'avait voulu. Charlotte le remarqua, mais ne poussa pas. « Embarquons-nous.
Nous avons un horaire à respecter. » Ils montèrent les escaliers dans l'avion. Emma halta quand elle vit la cabine. « Papa, il y a une chambre dans un avion. Je sais, ma puce. Et une télé. Et elle est plus grande que notre télé à la maison. » Charlotte sourit, regardant Emma explorer la cabine avec des yeux émerveillés et un commentaire courant. « Elle peut avoir la chambre si elle veut. Il y a une tablette avec des films, des jeux, tout ce dont elle a besoin. »« C'est gentil, merci. C'est le moins que je puisse faire. » Charlotte fit un geste vers une zone de siège près de l'avant de la cabine. « Pouvons-nous parler en privé juste quelques minutes? » Marc regarda Emma, qui s'était déjà installée dans un siège en cuir, examinant le système de divertissement avec une concentration intense. « Elle va bien. » Ils s'installèrent à l'avant de l'avion, hors de portée d'Emma. Charlotte s'assit en face de Marc, mains pliées sur ses genoux, nerveuse. Il pouvait le voir maintenant. La confiance était un masque. En dessous, elle était terrifiée. « Je vous dois plus que des excuses, » dit Charlotte. « Vous vous êtes déjà excusé. »« Je me suis excusé pour comment je vous ai traité. Je ne me suis pas excusé pour pourquoi. » Marc attendit. Charlotte regarda par le hublot vers le tarmac, se rassemblant. « J'ai grandi pauvre, vous le saviez? »« Non. » « Mes parents ont immigré de Chine quand j'avais 3 ans. Mon père travaillait dans une cuisine de restaurant 14 heures par jour, 6 jours par semaine. Ma mère nettoyait des bureaux la nuit. Nous vivions dans un studio à Belleville, 4 d'entre nous. J'ai dormi sur un matelas au sol jusqu'à mes 12 ans. » Elle se tourna vers Marc. « Tout ce que j'ai, je l'ai construit, chaque euro, chaque connexion, chaque morceau de pouvoir. J'ai lutté pour tout contre des gens qui me regardaient de la façon dont je vous ai regardé ce matin. Alors vous êtes devenus ce que vous détestiez. » Les mots flottèrent entre eux, tranchants, vrais. Charlotte tressaillit. « Ouais, je suppose que oui. » Elle marqua une pause. « Quand vous êtes entré dans ce hangar, j'ai vu tout ce de quoi j'avais passé ma vie à fuir. L'hypothèse que quelqu'un qui a une certaine apparence, s'habille d'une certaine façon, conduit une certaine voiture, ne peut pas possiblement être compétent. » Sa voix se brisa. « J'ai passé 30 ans à prouver que des gens comme ça avaient tort, et puis je suis devenu l'un d'eux. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que j'ai besoin que vous compreniez que ce n'était pas à propos de vous. Pas vraiment. C'était à propos de moi, de ma peur. Mon insécurité. » Les yeux de Charlotte brillèrent. « J'ai peur, Marc, tout le temps. Peur de perdre ce que j'ai construit. Peur que quelqu'un voie, à travers moi, réalise que je suis encore cette petite fille sur le matelas, et tout enlevé. » Marc se pencha en arrière dans son siège. « Vous savez ce que je vois quand je vous regarde? »« Quoi? » »« Quelqu'un qui porte un poids si longtemps qu'elle a oublié ce que ça fait de le poser. » Charlotte essuya ses yeux rapidement, embarrassée par sa propre émotion. « Ça ressemble à quelque chose d'un biscuit de fortune. » Ma grand-mère avait l'habitude de le dire. Elle était plus intelligente que toute PDG que j'ai jamais rencontrée. Charlotte sourit à travers ses larmes. « Parlez-moi d'elle. »« Pourquoi? » »« Parce que je veux savoir. Je veux comprendre d'où vous venez. Ce qui vous a fait devenir le genre de personne qui déchire des chèques et pardonne aux gens qui ne le méritent pas. » Marc fut silencieux pendant un moment. Dehors, les moteurs commençaient à se réchauffer. « Elle s'appelait Marie Dubois. Elle m'a élevé après la mort de mes parents. J'avais 7 ans. Accident de voiture. Je suis désolé. Il y a longtemps? » Marc regarda ses mains. Elle vivait dans une petite maison à Créteil, 3 chambres, une salle de bain, un jardin derrière où elle cultivait des tomates et de l'espoir. Elle a travaillé comme couturière jusqu'à ses 82 ans. Faisait des robes de mariée surtout, belles. Ses mains n'arrêtaient jamais de bouger, même quand l'arthrite rendait chaque point douloureux. Elle semble remarquable. Elle l'était. Marc regarda Charlotte. Elle avait l'habitude de dire « Il y a 2 sortes de personnes dans ce monde, les constructeurs de murs et les constructeurs de ponts. Les constructeurs de murs ont peur.
Ils pensent que s'ils gardent tout le monde dehors, ils seront en sécurité, mais ils finissent piégés dans leur propre forteresse, seuls. Et les constructeurs de ponts, ils ont peur aussi. Mais ils construisent quand même parce qu'ils savent que la seule façon de traverser la peur est la connexion. Les moteurs de l'avion commencèrent à tourner. Une hôtesse apparut, les informant qu'il partirait dans 10 minutes. Charlotte essuya ses yeux une fois de plus et se redressa dans son siège. « Je ne sais pas si je peux changer, Marc. J'ai été comme ça si longtemps. Vous n'avez pas à tout changer d'un coup. Juste une chose. Commencez petit. Comme quoi? » Marc y réfléchit. « Demain à votre rendez-vous. Au lieu d'essayer d'être la personne la plus intelligente dans la pièce, essayez d'être la plus curieuse. Posez des questions au lieu de donner des réponses. Écoutez au lieu de parler. Voyez ce qui se passe. Ça semble terrifiant. Ça l'est probablement, mais les meilleures choses le sont généralement. » Charlotte maintint son regard pendant un long moment. « Merci. Pourquoi? Pour me donner une chance que je ne méritais pas. » Marc se leva quand Emma apparut à leur côté, écouteurs autour du cou. « Papa, la dame a dit qu'on allait voler. Est-ce que je peux m'asseoir près de la fenêtre, s'il te plaît? »« Bien sûr, ma puce. Attachons-toi. » Il emmena Emma à un siège près de la fenêtre et l'aida avec la ceinture de sécurité. À travers la fenêtre, le soleil commençait à descendre vers l'horizon. Londres était à 2 heures. Beaucoup pouvaient changer en 2 heures. Le Gulfstream G700 s'éleva dans le ciel et tout en bas devint petit. Les hangars, les pistes, les voitures sur le parking. La vieille Clio de Marc assise entre la Bentley et la Tesla, rétrécissant jusqu'à disparaître. Emma pressa son visage contre la fenêtre, regardant le monde tomber. « Papa, on vole vraiment, on vole ma puce. C'est si beau là-haut, tout ressemble à des jouets. » Marc entoura son bras autour d'elle. « Plutôt incroyable, hein? » « Le plus incroyable. » Elle le regarda avec ses yeux bruns. « Papa? »« Ouais, c'est. Charlotte va aller bien? » Marc jeta un coup d'œil vers l'avant de la cabine où Charlotte était assise seule, regardant par son propre hublot. « Je pense qu'elle veut aller bien. »« Alors elle ira bien. Tu dis toujours que vouloir est la première étape. » Emma s'endormit 1 heure après le vol. Marc la porta à la chambre à l'arrière de l'avion et l'aborda sous la couverture douce. Elle bougea brièvement, sourit et se calma. Il resta là à la regarder pendant un long moment. 8 ans, la moitié de sa vie sans mère, et pourtant elle avait réussi à être plus courageuse et gentille que quiconque il connaissait. Elle est belle. Jack se tourna. Charlotte se tenait dans l'embrasure, 2 verres de vin dans ses mains. Elle est tout. Je peux voir ça. Charlotte lui offrit un verre. Rejoignez-moi. Marc prit le vin et la suivit dans la cabine principale. Les lumières avaient tamisé. La seule illumination venait de petites lampes UV de lecture et de la lueur des écrans de vol. Ils s'assirent l'un en face de l'autre dans les sièges en cuir doux. « Cette rencontre de demain, dit Charlotte, elle pourrait changer l'avenir de mon entreprise. »« Et vous êtes prête? » Charlotte sourit. « Je ne sais pas ce que ça veut dire d'être prête pour être vulnérable. Personne ne le sait, c'est pour ça que ça s'appelle du courage. » Ils parlèrent jusqu'à l'atterrissage. De peur et de rêve, de ponts et de murs, de toutes les façons dont 2 personnes de mondes différents pouvaient trouver un terrain commun, à 11 000 mètres. Et quand l'avion toucha le sol à Londres, quelque chose avait changé entre eux. Une compréhension, une connexion, le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvaient nommer, mais qui était réel et qui importait.